Bonjour et bienvenue au Carrefour des Cultures, avec à l'affiche pour vous aujourd'hui l'ouvrage qui a pour titre, je cite, « La sève du terroir, une page d'enfance au pays natal ». Son auteur, M. Ibrahima Daka Diallo, va nous tenir compagnie tout le long de ce numéro. Mesdames et messieurs, l'émission Parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est tout de suite. La sève du terroir, une page d'enfance au pays natal. La sève du terroir est une page d'enfance du pays natal. L'ouvrage tente de retracer, non sans émotion et nostalgie, la voie empruntée par des jeunes au destin imprescriptible dans un hameau féerique au cœur du Fouta Djallon. Nourri de la sève du terroir, dans la culture et la vie au village de l'époque, une vue complète des valeurs de civilisation sort du passé et émerge dans le présent. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, monsieur Koné. Je vais vous serrer la main, vous me permettez? Avec plaisir. C'est un immense plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de Parenthèse. Merci. Voilà, bien. je le disais tantôt, vous avez donc écrit cet ouvrage qui a pour titre « La sève du terroir ». Voilà. Alors, La sève du terroir, une page d'enfance au pays natal. Ça, c'est le sous-titre. Oui. Alors, je vous regarde comme ça, là, parce qu'effectivement, ça, je ne peux pas vous le cacher. Dans les rayons, à la librairie, c'est le titre qui nous a attirés. Et c'est pour ça qu'on va commencer par parler du titre. Vous avez dit « La sève du terroir ». C'est profond, sans qu'on ne sache de quoi il s'agit. Alors, on dit « Ah, ça doit être intéressant ». Quand on sait ce que c'est que la sève, c'est la substance vitale, on va dire, en quelque sorte, la substance vitale. Et quand vous dites la sève du terroir, on s'est dit, c'est la substance vitale du terroir, c'est la vie du terroir. Voilà. Et tout de suite, on a envie de rentrer là-dedans. C'est ce qui nous a fait prendre votre ouvrage. Dites-nous, à quoi nous renvoie ce titre-là, la sève du terroir? Dites-nous-en quelques mots. Merci beaucoup, monsieur Koné. Je voudrais commencer par remercier à travers vous Espace TV pour avoir bien voulu programmer cette rencontre pour un échange autour de cet ouvrage, effectivement intitulé « La sève du terroir ». Il s'agit au fond d'une page, comme c'est intitulé, une page d'enfance au pays natal. J'avoue que j'ai eu des difficultés à trouver un titre. J'imagine. Après 1001 réflexions, je me suis dit que conformément à mon souci de faire renaître, de faire revivre un pan du passé historique d'un coin ou recoin de la Guinée, Daka pouvait être un autre village à travers la Guinée, je me suis dit qu'il fallait trouver un concept qui puisse camper la thématique. Et finalement, après plusieurs tergiversations, j'ai retenu la sève du terroir. Pourquoi? Parce que d'une part, il faut se dire que l'approche, c'est de sortir quelque chose de synthétique, de pur, qui a pu rester à travers la mémoire pour essayer de reconstituer une partie du passé, de l'enfance d'un groupe de jeunes dans un petit village féerique au cœur du Fouta Djallon. Je me suis dit donc, c'est des enfants, il s'agit d'enfants, si vous voulez, qui ont été à la sève du terroir, dont la vie, la pensée, les actions ont été générées par cette culture, ce mode de vie et de pensée au cours de ces périodes passées. La sève du terroir, la sève du terroir, donc le titre de l'ouvrage de Ibrahima Daka Diallo. Alors, c'est vrai que là, on a commencé on a parlé, vous venez de nous parler un peu de
comment et pourquoi vous avez choisi la cesse du terroir. Mais ce qui est impressionnant, enfin ce qui est intéressant dans votre ouvrage aussi, c'est que vous avez décrit, vous décrivez la vie, les souvenirs, non sans nostalgie d'ailleurs, hein, même si on voit dans l'écriture qu'il y a un travail, un effort qui est fait, un exercice qui est fait pour que ce soit un travail, on va dire, de raison, pour ne pas que ce soit uniquement subjectif. Exactement. Le fait qu'il y a le poids de la nostalgie, il y a cet attachement, cet amour qu'on a eu avec, avec le village de Dakar. Et le village de Dakar est intéressant à plusieurs égards aussi, parce que c'est un village, c'est vrai, mais c'est un village qui est situé sur un site aujourd'hui qui a une histoire. Vous dites dans un passage que Dakar elle témoin de grands faits. Et d'ailleurs, même pour commencer, on pourrait le dire, c'est que le site même de Dakar, ce village dont vous racontez, la vie, on va dire, est situé, d'après vous, la légende raconte que c'était un espace, le site où se trouve le village, un décrit, se trouvait un espace où des troupes séjournaient avant d'aller dans des longues expéditions pour aller soumettre, lutter contre les populations animistes, etc. Et sans oublier que c'est à 2 pas, vous le dites d'ailleurs dans l'ouvrage, de la cité de Karamoko, Mont Alpha de l'Abbé, donc on va dire un des chantres de cette, enfin je veux dire, de cet état théocratique dont on sait du Fouta. Et donc il y a toute cette histoire aussi là-dedans. Et c'est pour ça que on a trouvé que c'était intéressant qu'on s'intéresse à votre ouvrage. La sève du terroir. Et il est vrai que vous décrivez le village de Dakar sous le prisme du regard de l'enfance. C'est ça qui est la particularité. Exactement. Et là, on a envie de vous poser une question. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui raconte cette histoire, ses souvenirs, ou c'est l'adulte qui devient enfant qui raconte cette histoire? C'est une question extrêmement intéressante et je dirais même pertinente. Parce que vous savez, les livres que j'ai déjà publiés portent principalement sur les questions d'économie, de management, de gestion. Mais je me suis dit qu'au cours de notre enfance, nous avons en mémoire beaucoup de choses et qu'il fallait trouver un moyen de restituer ce qui est ancré dans le tréfonds de nos mémoires. Et là, l'exercice était très difficile parce que pourquoi cet ouvrage? Comment l'écrire? À partir de quelle approche? Je me suis dit qu'il fallait faire un mixage du romanesque et des réalités vécues, mais essayer de replonger dans le passé, l'adulte qui redevient adolescent et qui essaie de revoir les choses telles qu'il les voyait en ce temps. C'est un exercice quelque peu difficile, mais qui est très enchanteur. Parce que dans l'essai de poèmes que j'ai eu à mettre en annexe, je ne sais pas si vous l'avez lu, tout à fait. J'ai dit, si l'enfance pouvait revenir, quel plaisir, etc., etc. Parce que pour bien restituer les faits et les images, il faut essayer de replonger dans le passé et avoir le regard de l'enfant sur la situation. Un des aspects qui nous a marqué sur une des parties, c'est lorsque j'ai dit, tu as dit indépendance, lorsque le président Sékou Touré est venu à la baie avec El Hadj Saifoulaye, nous étions assis presque gamins, et on les regardait la tête vraiment très très levée. Oui. Et puis ce n'est pas ce qu'il disait qui nous intéressait, parce qu'on ne comprenait pas grand-chose. Évidemment. Mais c'est l'ambiance, l'oralité, la personnalité de ces messieurs. C'est surtout ce que nous, et les gens qui applaudissaient. Donc on essaie de retransmettre la sensibilité telle qu'elle nous paraissait en ce temps.
Donc c'est dire que ce n'est pas un cours de sociologie que nous faisons, ni d'histoire, mais nous essayons de faire remonter des faits vécus dans le passé et quitte au lecteur de voir, d'apprécier, de tirer des leçons s'il y en a et de passer à des conclusions. C'est un peu l'exercice auquel on s'est mis afin de voir comment vraiment retransmettre ce passé. Parce que c'est en quelque sorte un cri de cœur aussi. Tout à fait. Un véritable cri de cœur, parce que lorsqu'on voit l'équilibre entre l'homme et la nature au cours de cette période, lorsqu'on voit les tapades, ces jardins, Tout à fait. et on se dit que Leur verdure. la verdure, La multiplicité d'activités aussi exactement, que les hommes et les femmes étaient capables de créer en harmonie avec la nature, comme vous dites, le bétail qui n'est pas loin, et même la cour, l'aménagement de la cour, ça c'est quand même, je veux dire, c'est très propre ça au Fouta, les tapades, la façon de faire les maisons, et tout ça c'est expliqué, hein. Même on va peut-être avoir l'occasion d'en parler, la construction de la nouvelle case à la maison. Ça, c'est formidable. Du point de vue, à partir du regard, justement, de l'enfant. Alors, on va parler de quelque chose. Alors, vous dites que c'est au lecteur de lire et de se faire une analyse. Effectivement, en lisant votre ouvrage, il y a quelque chose qui se dégage tout de suite. Et ça, c'est très frappant. On trouve tout de suite des éléments qui nous permettent de comparer le village, la vie au village, à la vie en ville. D'après vos descriptions, il y a ça qui, vous me direz ce que vous en pensez. On tire, c'est la conclusion qu'on a tirée. On a eu l'idée que, et ça, votre ouvrage nous éclaire là-dessus, que la différence peut-être entre la vie au village et la vie en ville est que au village, on est très proche physiquement, mais aussi socialement. C'est-à-dire on est proche à la fois physiquement et socialement. Par contre, en ville, on est proche physiquement, mais socialement, on est très distant. Exactement. C'est un aspect aussi très important qui montre les mutations qui se réalisent à travers l'urbanisation, surtout l'urbanisation sauvage. Parce que j'ai essayé de présenter deux villages. Un village, Daka, qui est en train d'être absorbé progressivement par la ville, et un autre village de Saint-Pétain, où nous allions passer les vacances, et qui est encore loin de la ville, et qui conserve presque intactes toutes ses valeurs. Alors cela montre les problèmes qui se posent actuellement, cette transition qui s'opère dans le pays et le caractère quelque peu exposé de notre culture quant à sa conservation et à sa sauvegarde. Parce que le problème de fond, c'est que lorsqu'il y a confrontation de deux cultures, si l'on ne fait pas très attention, il y a l'une qui absorbe et phagocyte l'autre. Et c'est pour cela que je suis un des admirateurs des sociétés et civilisations asiatiques qui sont parvenues à conserver leur culture et à intégrer les valeurs de l'idéologie capitaliste. Ils ont réussi à intégrer ces valeurs, mais conserver leur culture. C'est un aspect très important sur lequel nous, la jeunesse d'aujourd'hui, doit réfléchir pour savoir que notre culture conserve ses valeurs, son authenticité. Et une fois que nous arrivons à intégrer les valeurs, la technique et technologie en vigueur actuellement à travers le monde, conservant notre culture, on pourra sauvegarder notre authenticité. C'est un des messages aussi qu'on a voulu faire passer sans le dire expressément. La sève du terroir, Ibrahima Daka Diallo, l'auteur, autour de cet ouvrage, on fait la causette avec l'auteur lui-même. Alors là, à présent, je voudrais aborder la manière, le récit, la manière
dont vous avez raconté l'histoire, ces souvenirs de Dakar, ces souvenirs d'enfance de Dakar. Mais c'est frappant parce que effectivement, vous avez parlé de mélange de genres. Il y a un genre romanesque, on a des personnages. Exactement. Tierno, ses frères, le ça. père, la maman. Ouais. Donc c'est du point de vue déjà de cette famille-là. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que on a affaire à un récit qui se déroule dans un village, mais ce village est décrit à partir du regard de trois enfants, enfin des enfants, parce qu'il y en a d'autres qui viennent. Mais donc, ce qui veut dire qui parle d'enfants parle aussi de ses parents. Exactement. Donc, le cercle de nos personnages s'agrandit, mais c'est cette cellule familiale. Et puisque la structure de notre société, la société africaine à la base, c'est quand même une structure où il y a les familles rentrent s'entrepénètrent. Ce qui fait que le père des enfants, qui sont un peu, on va dire, les personnages principaux de votre ouvrage, ils sont dans une famille. Ces familles-là ont des liens avec d'autres familles. Exactement. Donc, ce qui fait que vous êtes parti de la cellule la plus petite de la société pour embrasser, pour toucher tout le village. C'est-à-dire même les villages environnants. Parce qu'il y a un personnage qui est très intéressant, c'est celui qui vient aussi confier son enfant au père des garçons. Pour leur confier, pour leur apprendre à lire. Ce qui montre aussi la place de ce personnage important qui est le chef du village et le chef de la famille. Et ça montre toute la dimension, toute la responsabilité qui représentait être père de famille dans ces villages-là. Oui, c'est une responsabilité très importante. Et à côté de cela, partir de la petite cellule familiale, montrer les émotions, les périodes de joie, les attentes, les moments de difficulté, des petites difficultés comme l'approche des fêtes. Chacun veut avoir sa petite tenue. Bon, mais on avait affaire à un ami de notre père qui était tailleur, qui venait lire le Coran aussi là. Et souvent, dans les coupes, souvent ça rate des fois. Bon, c'est des émotions, des anxiétés. Et à côté de tout cela, l'on voit la solidarité qui est tissée sur le plan du voisinage. Et bon, la jeunesse aussi qui est là, les enfants qui se retrouvent, qui s'amusent. On a cherché, si vous voulez, c'est un peu ce que j'ai ressenti lorsque, dans le temps, j'avais lu le livre de Marcel Proust, du côté de chez Swann, c'est-à-dire un univers dans une tasse de thé. C'est-à-dire à partir d'un rien, la petite famille, mon frère et moi, chercher à reconstituer la vie familiale, la vie au niveau du village, l'atmosphère dans la ville, la vie dans la campagne. C'est juste pour trouver quelques acteurs anonymes au départ, mais qui évoluent dans un cadre, à l'intérieur d'un système qui a ses valeurs, qui a ses croyances, qui a aussi ses problèmes, ses émotions, mais qui évoluent dans une nature luxuriante. Parce que lorsqu'on allait chercher les bœufs, lorsqu'on voit la nature, le soleil qui se couche derrière les montagnes, l'on voit la nuit venir, le silence qui s'installe, et tout cela, bon, ça marque. C'est des périodes qu'il est difficile de revivre. Des instants de vie. Exactement. Et vous réussissez, comme vous avez dit, à ressortir ça pour nous mettre ça sous les yeux, évidemment dans les lignes, mais ça ne nous empêche pas de voir ces images qui sont décrites. Et je reviens là-dessus, je parlais du style de votre récit. Donc, dans un premier temps, on a parlé de vous êtes parti d'une famille pour
nous montrer tout le village, son ambiance, dans sa vie, dans son rythme, dans ses chants, je veux dire, dans sa façon de penser, sa religion, dans ses moments de joie, mais aussi dans ses moments de peine. Exactement. Et je prends un exemple tout petit, et puis on va essayer de commenter ça ensemble. C'est que on était, c'est un passage, j'ai pas noté la page, mais où les enfants, c'était, je crois, après la pleine lune, mais il faisait noir la nuit. Et il y a une description extraordinaire que vous faites dans un passage qui est très frappante, c'est-à-dire que on a décrit toute une journée, et puis le soir venu, votre récit nous apprend que le soir, on rassemblait les brindilles, des petits fagots de bois, etc., pour faire du feu. Exactement. Mais le feu, il permettait à la fois d'éclairer, la flamme permet d'éclairer, pour permettre aux enfants de lire. Là, on apprend en ce moment-là que le soir, chaque soir, la nuit, les enfants, c'est comme un rituel, les enfants devaient lire le Coran. Et le maître coranique, qui surveillait, malgré le nombre important des enfants, avait toujours l'œil sur chacun des enfants. Exactement. Il était assisté par un adjoint aussi, évidemment. Mais ce personnage est décrit comme quelqu'un de très attentif, de tolérant, et ce qui, en retour, faisait que les enfants lui vouaient tout le respect. Exactement. Alors, donc, autour de ce même feu, la description nous amène aussi à comprendre que plus le feu, dans ce feu, on y mettait des patates, des patates douces, des tarots. Donc ça veut dire que pendant que le même feu sert non seulement à éclairer les enfants ils lisent, ce qui est important pour leur éducation, parce qu'on est quand même dans une localité où la religion fait partie de la vie. Pour ne pas dire que la religion, c'est la vie. Donc, effectivement, le feu est fait la nuit pour permettre de lire. C'est parce que ça éclaire à la flamme, mais aussi on y met quelques tubercules pendant que ça cuit. Et comme le récit est décrit par un enfant, alors il y a la lecture, et ça c'est marrant parce qu'il dit qu'eux ils étaient pressés que les tarots et les patates cuisent, et ils étaient pressés mais en même temps ça leur permettait d'étudier, et ça c'est intéressant. Donc le feu, donc on va dire la flamme, tant que les brindilles brûlaient, et à la fin du feu, c'est ce qui annonçait la fin de la partie de lecture de Coran. Et après, les enfants avaient juste le temps de manger les patates douces qui ont été cuites au feu pendant qu'on lisait, et puis ils se dispersaient tout de suite. Alors, la suite de ce passage, c'est que quand nos garçons, qui sont les personnages principaux, arrivent à la maison, et ça, c'est une démonstration artistique qui nous a frappés, c'est que un des enfants dit: ah mais maman, pour reprendre votre personnage, tu as commencé le conte d'hier, il faut que tu nous le termines aujourd'hui. C'est ça, exactement. Donc, le lecteur ne sait pas ce qui avait déjà été dit. Et c'est là où je parle de démonstration artistique. Hein. Alors, la maman qui dit: oui, non, mais je suis fatiguée, la journée a été rude, on va continuer demain. Et il y a sa sœur aussi qui contribue à aider. Et finalement, la maman cède et elle raconte l'histoire. Et cette histoire est magnifique. Vous réussissez à nous faire voyager, comme l'histoire a fait voyager les personnages. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une marâtre méchante qui envoie les enfants de sa coépouse chercher tard la nuit du fagot et de l'eau dans une zone inaccessible où la nuit ça fait peur. Et dans l'histoire raconte que les enfants arrivaient là sans défense, avec tous les bruits angoissés. Et c'est un oiseau qui leur vient en aide, qui les prend sur les ailes. C'est une histoire un peu fantastique. Et puis, c'est cette histoire à laquelle les enfants aussi étaient accrochés qui s'endorment. Vous dites que le voile de la nuit a fait dormir. Donc,
notre personnage principal, un des enfants dont je ne retiens plus le nom, était accroché à la fin. Il n'a même pas vu la fin, il n'a pas, parce qu'il s'était endormi. Exactement. Mais c'est frappant de comprendre aussi que cette façon de raconter les histoires, après avoir lu le Coran, qui vient à la maison, qui lisent, que nos mamans, les mamans aussi étaient des conteuses, les pères étaient aussi des conteurs. On est dans une société où, lorsque on grandit, quand on fait 1 lune, 2 lunes, 3 lunes, 4 lunes, pour reprendre un de mes grands-pères, on grandit en apprenant un peu tout. Absolument, oui, absolument. Oui, c'est des aspects qui frappent. Parce que le conte nous a tellement marqué que lorsqu'on s'est endormi, parce que l'enfant, il écoute, mais il s'endort. Oui. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a rêvé aussi qu'on était en train de survoler le village. Le village, tout le village. C'est-à-dire un rêve voilà. dans un autre rêve. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai parlé de... C'était très artistique, ça c'est très créatif. Et puis c'est réel. Hein. Oui. Ce volet, cet aspect, c'est réel. Après, on se réveille pantois parce qu'on se demande comment, la fin, qu'est-ce qui s'était passé. Et tu demandes à ton frère, alors comment c'est dit, ah, laisse-moi, moi j'ai trop de problèmes, etc. Tu es là, tu ne sais pas la fin de ce conte, mais tu es marqué parce que tu étais absorbé, mais le sommeil gagne l'enfant. Donc, c'est des aspects qui permettent aussi de montrer qu'à travers les contes, il y a les conseils, il ne faut pas être méchant. Oui. Il faut traiter les enfants sur un pied d'égalité. Tout cela, c'est des formes d'éducation de l'enfant. Oui. Tous les contes, en fait, ont une certaine interprétation. Et dans ces villages, les contes faisaient foison. Parce que c'est transmis de père en fils ou de mère à fille pour essayer de mettre les enfants aussi à l'aise, les faire rêver, savoir qu'il y a d'autres problèmes dans la vie, qu'il faut s'attendre à des difficultés. C'est ainsi que, effectivement, vous avez évoqué le cas de ce Karamoko qui venait là, à côté du papa, qui était vraiment quelqu'un de modeste, de tolérant, qui conseille, qui avertit. Il y a le Bouvier aussi qui est là avec son éternel livre coranique. Oui. Bon, tout cela permet de montrer qu'il y a aussi un esprit de solidarité et d'acceptation de l'autre.